Good morning, everyone. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis. Bienvenue à la Fédération française de l'assurance pour cette 10e conférence internationale que nous avons décidé cette année de consacrer à un thème assez fascinant, repousser les limites de l'assurabilité. Les assureurs peuvent-ils faire plus et mieux pour apporter la sécurité, la stabilité à un monde qui vit dans l'incertitude et qui s'inquiète ? Peuvent-ils aller encore plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui ? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de la journée, alors que nous sommes confrontés à des défis considérables qui ne respectent pas les frontières. Le dérèglement climatique, la volatilité financière, la transformation digitale, et avec également les risques que sont le cyber-risque, sans parler des menaces terroristes. L'assurance fait tellement partie des quotidiens de notre population qu'elle est sans cesse sollicitée, et c'est tant mieux pour apporter sa protection contre les risques nouveaux, émergents, maltraités. Au fond, l'accès à l'assurance, il incarne, mieux que tout autre, le progrès économique et social. Il reste beaucoup à faire pourtant, parce que de nouveaux défis se posent à nous. D'abord, le défi démographique, le défi des vieillissements de la population, avec par exemple le risque de dépendance, qui sera en France l'un des grands projets, des grandes réformes qui seront discutées l'année prochaine, réformes auxquelles les assureurs entendent évidemment participer en tant que partenaires actifs pour proposer des solutions de complément à la solidarité nationale. Risque démographique, risque climatique, nous en parlerons largement cet après-midi, le risque liés aux objets connectés et aux véhicules autonomes, ce sera l'un des grands thèmes de la matinée. Et puis bien sûr le risque criminel à travers les menaces terroristes, mais aussi les cyberattaques. Et je salue la présence ce matin du commissaire King, qui est donc en charge de la sécurité au sein de l'Union et qui connaît particulièrement bien ces sujets. Bref, notre matière première, c'est le risque. Le risque, il faut connaître, cerner sur sa fréquence, son intensité, le prévenir si possible, toujours, et puis le tarifer, avec d'ailleurs, lorsqu'on parle de révolution numérique, des risques nouveaux, mais aussi des solutions nouvelles, des innovations qui sont en mesure de nous aider. Alors, quand on regarde la situation, plusieurs cas se distinguent en pratique. Il y a d'abord des risques qui apparaissent sur lesquels on a ou non une connaissance historique, et puis il y a aussi la question de savoir si l'on dispose des données, des statistiques qui permettent de les appréhender, de les évaluer et de les anticiper. Quand il n'y a pas d'historique de ce risque, et ça c'est évidemment le cas du risque cyber, pour lequel nous sommes confrontés à une situation tout à fait nouvelle, on sent que par son intensité, il peut être un risque considérable en cas d'attaque massive de nos entreprises par exemple d'un virus malveillant. Donc, typiquement, quelle méthode adopter pour répondre à l'émergence de ce type de risque neuf, sans histoire, sans historique ? D'abord, le droit. Le droit, disposer d'un cadre juridique, fixer les règles, c'est la base de toute réponse efficace. Et nous pouvons d'ailleurs constater que nous avions un retard sur ce marché en Europe par rapport aux États-Unis, largement parce que les Américains avaient commencé à mettre en place une réglementation. Aujourd'hui, l'Europe a donné naissance au RGPD. C'est, je crois, l'élément clé qui va nous permettre, au niveau européen, de rattraper ce retard sur le plan commercial, mais aussi de diffuser de nouvelles règles. On voit bien qu'il y a des débats internationaux autour de ces solutions. Et je tiens donc à dire que l'assurance française travaille tout particulièrement sur ces sujets. J'ai l'honneur de présider un groupe de travail avec l'ensemble des parties prenantes, le club des juristes, l'association des risk managers, dont je salue la présidente ici présente. On a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes sur un document qui va se faire en 3 parties. La première est consacrée justement au risque cyber, à l'assurance du risque cyber, et fait partie des documents qui seront à votre disposition, que vous pourrez trouver avant de partir dans la journée. Et donc je vous incite à lire. Ils sont d'ailleurs disponibles également sur notre site en français et en anglais. Il y a donc le droit, il y a ensuite la prévention qu'il faut développer vis-à-vis des entreprises avec des outils d'autodiagnostic pour leur permettre d'évaluer rapidement leur niveau de protection et de mettre en place, là encore, des bonnes pratiques.
Et la fédération travaille là aussi à développer des brochures et des modes d'information pour aider les entreprises à mieux se prémunir contre ce risque. Donc la prévention, le droit et puis une meilleure connaissance du risque. C'est ce que nous attachons à faire avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est rattachée au Premier ministre. Tous les experts sont reliés pour essayer de comprendre du mieux possible l'étendue des risques à couvrir, et notamment sur les biens intangibles. Donc voilà, toute une chaîne, et à la fin, l'assureur et le réassureur qui peuvent calibrer les garanties qu'ils proposent en fonction de cette connaissance du risque à travers cette approche globale, patiente et méthodique. Ça, c'est un bon exemple. Puis après, il y a d'autres exemples qui sont des risques qui sont connus, mais sur lesquels il n'y a pas énormément, forcément, ni modèles, ni statistiques qui permettent de prédire l'évaluation, d'évaluer ce risque à l'avenir. Si on prend l'exemple du risque climatique, que se passe-t-il si les températures progressent de plus de 3-4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle? Qu'est-ce qui pourrait être assurable? Le passé ne nous aide pas de ce point de vue-là, ne suffit pas à nous faire comprendre comment l'avenir se dessine. On pourrait évoquer les risques, ce que les experts appellent les risques chaotiques, comme le risque d'attentat, le risque nucléaire, bactériologique, chimique, évidemment. Là encore, les modèles sont difficiles à mettre en place. Néanmoins, les assureurs ont repoussé les limites de l'assurabilité, par exemple en matière de terrorisme, puisqu'on a mis en place en France des solutions entre assureurs, réassureurs et l'État qui ont permis, notamment avec le pool Gareat, de faire face aux risques terroristes. Je prendrai un autre exemple qui concerne les installations nucléaires civiles, qui est un sujet intéressant parce que pour assurer les centrales nucléaires, on combine l'assurance obligatoire des exploitants nucléaires, qui résulte d'un accord international, la Convention de Paris de 1956, qui encadre la responsabilité des producteurs d'énergie nucléaire, la constitution de pools d'assureurs et de réassureurs, et la solidarité internationale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est original, c'est que, pas forcément très connu, c'est que ces pools se soutiennent entre eux. Par exemple, le pool japonais, le pool français se soutiennent en matière de risque nucléaire. Je trouve que c'est quelque chose qui est inspirant dans la mutualisation du risque sur des risques de cette nature. Et puis, il y a des nouvelles technologies. Par exemple, quelque chose l'assurance agricole, grâce aux drones, grâce aux images satellites, va permettre de mieux évaluer les risques et de mieux mesurer la sinistralité. Et donc, pour un éleveur, quand et de combien l'indemniser quand il n'a plus de fourrage pour nourrir ses bêtes et qu'il va devoir en acheter à l'extérieur. On arrive avec donc ces techniques satellites et drones à déterminer la perte de valeur nutritive du fourrage desséché et à partir d'indices et de paramètres acceptés par toutes les parties du contrat, quand le seuil est franchi à la baisse, ça déclenche l'indemnisation de l'assureur. Voilà là encore des innovations qui ont permis de repousser les limites de l'assurabilité. Eh bien, on pourrait prendre aussi, alors ça ce sont des solutions techniques, il y a aussi des solutions de place qui ont été instaurées. J'en prendrai deux exemples en France. Une convention qui nous tient à cœur à la Fédération, qui est la convention AERAS, en matière de santé. Il faut savoir qu'en France, sous le terme de droit à l'oubli, une convention très innovante a été établie entre les assureurs, les rassureurs, les autorités et puis les associations de malades pour permettre aux gens qui ont souffert de maladies graves et qui ont été guéris de pouvoir bénéficier de crédits et d'assurances dans des conditions qui ne leur imposent ni des surprimes, ni de devoir revenir sur ce qui leur est arrivé et de devoir avoir en fait une espèce de double peine en devant subir, en devant se justifier du fait de leur guérison. Donc je n'entre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est un progrès, je crois, considérable et qui a été rendu possible justement parce que c'était une convention. Ce n'est pas un texte réglementaire, ce n'est pas des lois, c'est une convention et nous sommes
sans cesse, nous avons mis en place un dispositif qui permet d'améliorer sans cesse, au fur et à mesure qu'il y a des progrès médicaux, des progrès statistiques sur le résultat des protocoles de traitement, d'améliorer encore cette convention. Et puis il y a un autre exemple qu'on évoquera évidemment largement cet après-midi, c'est le cas des catastrophes naturelles. Nous avons le préfet Gustin qui a la responsabilité des opérations à Saint-Martin et qui nous parlera avec les assureurs, les réassureurs de ce cas, du retour d'expérience de ce cas particulier qui a touché les îles. Mais nous sommes, et j'étais il y a quelques jours avec le président de la République dans l'Aude, il y a évidemment, ces catastrophes naturelles touchent aussi bien la métropole que l'outre-mer, avec évidemment des différences sensibles qu'on évoquera. On a un dispositif qu'on a mis en place, le dispositif CatNat. Il est performant, mais il est perfectible. Et le président de la République a annoncé qu'il serait donc modernisé d'ici l'été prochain. Et nous avons beaucoup travaillé avec les assureurs pour améliorer ce dispositif, le rendre encore plus efficace, encore plus résilient, et tenir compte de ces situations particulières, parce qu'il y a des zones plus exposées que d'autres, et si la mutualisation ne fonctionne pas, eh bien, on peut avoir un risque qui se pose, à savoir si certains territoires peuvent être en risque de ne pas être assurés. Donc, repousser les limites de l'assurabilité, c'est aussi offrir à tout citoyen français la protection de l'assurance dans de bonnes conditions. Donc, on voit bien qu'il y a là des sujets qui sont extraordinairement ouverts, extraordinairement importants. On peut aussi se poser la question de savoir si on ne peut pas aller plus loin. Je parlais tout à l'heure du pool nucléaire, s'il n'y a pas des solutions qui pourraient unir un peu plus les Européens sur le sujet, parce que les catastrophes naturelles, les épidémies, les attaques cyber, comme je le disais tout à l'heure, ne respectent pas les frontières, et nous avons certainement des progrès à faire. C'est compliqué, mais il y a certainement des progrès à faire en termes de solidarité au niveau de l'Union pour affronter de façon solidaire ce type de risque. Un mot sur la science. À la FFA, nous croyons au progrès économique, social, mais nous insistons nous faisons confiance à la science et aux données disponibles permises par la révolution numérique. Dans une ambiance où les fake news prolifèrent, je crois que c'est important de s'appuyer sur la rationalité scientifique. Mais d'une façon générale, et c'est pour ça que les débats de cette journée rencontrent un vif intérêt, je crois qu'ils sont aussi... nos débats vont être diffusés en direct sur Internet aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens connectés, parce que ce sont des sujets de société tout simplement, que nous vivons dans des sociétés qui ont du mal à gérer les risques, qui voient arriver de nouveaux risques, qui s'en inquiètent. On sent bien que ceci traverse les sociétés, les populations, et ça n'est pas sans conséquence sur les difficultés que, par exemple, nous rencontrons en Europe. Je crois que l'assurance a un rôle considérable à jouer pour rassurer la société, pour conforter sa résilience. C'est vrai de tous ces éléments de protection des personnes et des biens. On en parlera aussi dans la table ronde des régulateurs. C'est vrai aussi qu'à travers le rôle d'actionnaire, de financeur de long terme, évidemment j'insiste sur le long terme de l'économie, c'est un autre facteur de résilience et de sécurité pour les sociétés. Donc voilà, je pense que nous sommes au cœur du débat aujourd'hui, et je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses, et en tout cas, je nous souhaite la meilleure des conférences. Merci à tous. Et je voudrais maintenant accueillir à la tribune le commissaire Julian King. Vous savez, avant de lui donner la parole, un mot, c'est le plus français de tous les commissaires européens, non seulement parce qu'il a été ambassadeur, alors c'est vrai pas très longtemps en France, mais il parle admirablement le français, donc il va nous faire une partie de son intervention en français. Et puis, nobody's perfect, il a fait l'ENA. Et donc, il connaît non seulement bien notre pays, mais il connaît bien l'ensemble de son fonctionnement et de son système. Il est dans cette situation d'un commissaire britannique
Donc je ne sais pas ce que je dois lui souhaiter, si c'est de le retrouver l'année prochaine, mais en tout cas, je lui donne la parole. The floor is yours, Mr. Commissioner.